Il voit le ballon, boum, il tire direct. Le gars n'a aucun doute sur quoi que ce soit. Il en a rien à cirer de truc, quoi. Le style anderlechtois, le fait de faire des passes, rien à cirer, quoi. Le mec, il prend la balle, bah, Parler ballon sérieusement sans se prendre au sérieux, c'est toujours mieux. Bienvenue dans un nouvel épisode du Clubhouse Football Time. Merci à vous d'être aussi fidèles pour le Football Time. C'est un plaisir, évidemment, de pouvoir vous lire vos réactions chaque semaine. C'est un plaisir. Comme d'habitude, on commence et on like et on s'abonne. Direct, le premier réflexe, c'est hyper important. Je vais présenter mes chroniqueurs. Bonjour, Xavier. Bonjour, ça va. Comment ça va? Oh, ça va pas mal. Ce week-end, j'ai été voir Paris-Nice, donc c'était bien. Ah, Paris-Nice, qui n'est pas, évidemment, une course de vélo. Enfin, qui est une non, course de vélo. C'est vrai, une course de vélo aussi, mais voilà, non, c'était un match. Quand j'ai été voir Paris-Nice, moi, je me dis, le mec était sur la rue en train d'applaudir les cyclistes. J'ai failli voir un vieux 0-0, mais ça va. Oui, ben, c'est vrai que c'est un match qui s'est véritablement décapsulé dans les dernières secondes. Bon, en même temps, Nice, ils sont arrivés, ils ont mis 10 joueurs derrière, et on espère peut-être faire 0-0, et si tout va bien, voilà. C'était un peu compliqué. C'est Hakimi qui a libéré les non, Gonzalo Ramos. Gonzalo Ramos. Maintenant, plus 4. Ouais, c'était plus trop. Voilà. T'as mangé des bons macarons à Paris, t'as été chez La Durée, t'as fait plaisir. J'étais voir le match et je suis rentré. Ah, ok, d'accord. Uniquement le football, quoi. Foot. C'est dommage. À Paris, t'as quand même plein d'autres choses à voir. Enfin, Thomas, ça va? Très bien. Combien de maisons vendues cette semaine? C'est quoi le rapport? Les gens sont pas censés être au courant. Bon, les gens, ils savent tout. De toute façon, les réseaux sociaux sont là pour. Je n'ai pas vendu pour de le maison. Montrer. T'as pas encore vendu? Notre futur Stéphane Plaza, évidemment. Thomas, c'est un plaisir. Un expert du foot, mais également de l'immobilier à suivre bientôt, évidemment, dans ces nouvelles aventures. C'est un vrai plaisir. À ses côtés, un homme qui s'est baladé du côté de Manchester. Il est allé voir l'Etihad, le magnifique Etihad Stadium, et il a fait des photos d'Haaland. Pas avec Haaland, il aurait aimé, mais plutôt d'Haaland. Le cyborg, hein, incroyable, c'est quelqu'un. Wow, c'est la première fois que je le voyais comme ça, de mes propres yeux au stade. C'est très fort. Et son duo avec Cherki, incroyable. Et j'étais aussi vendredi au derby wallon, Standard Charleroi. Oh là là, ce mec il va partout, c'est incroyable. Là, il y a pas mal d'ambiance, hein. Il y a pas mal d'ambiance. C'est complètement différent de la première ligue, je trouve. Où en première ligue, à la fin du match, les supporters de Bournemouth et les supporters de City marchent à côté l'un de l'autre dans la rue. J'imaginais mal ça à Liège, les supporters de Charleroi et des Standards marcher l'un à côté de l'autre sans qu'il se passe rien, quoi. Effectivement, on est sur le bas-fond de l'intelligence. Hein. Quand on voit tout ce qui s'est passé dans ce match et avant le match, on se rend compte à quel point le football, c'est plus une manière d'aller régurgiter toutes ses frustrations et sa colère plutôt qu'autre chose. Mais ce sera le match de la semaine. Hein. C'est le gros programme Standard Charleroi aujourd'hui. On va évoquer également les gros matchs et la victoire de l'Union Saint-Gilloise ainsi que celle du Sporting d'Anderlecht. On ira sur l'instant diable également. On se demandera qui va remplacer tout simplement Kevin De Bruyne et puis nos petits pronostics pour la rencontre entre le Club de Bruges et le FC Barcelone à suivre et très palpitant également. Une petite question sur cette histoire de Manchester. Tu as été visiter ce stade. Est-ce que il y a quelque chose que tu as retenu de ton expérience spectateur en dehors de ce que tu vis quand tu es spectateur à la télé après avoir vu justement jouer le Manchester City de Pep Guardiola? Qu'est-ce que tu ressens quand tu vois cette équipe jouer? C'est quoi la différence fondamentalement? Qu'est-ce qui t'a sauté aux yeux? C'est très fort, c'est la permutation. Pour moi, c'est les trois, genre, on va les plus appeler les trois milieux offensifs. Parce qu'il y a à droite, dans l'axe et à gauche, Doku, Foden et Cherki. Je pense que c'est ce qui peut se faire de mieux à Manchester City. Les trois, c'est très fort. Ça permute très bien. C'est très fort dans les petits espaces, les petites combinaisons, les petits 2. Ça peut vraiment, City va souvent jouer contre des blocs bas. Il jouait quand même contre le deuxième de première ligue avant le début du match. Et quand ils sont en phase offensive et que les joueurs sont vraiment tous regroupés, ils peuvent vraiment en un 1-2 comme on pouvait le voir en équipe nationale, Doku, De Bruyne, qui ont justement joué à City ensemble. Mais on voit cette touche de Guardiola, à savoir se faire des petits espaces dans les petits espaces. C'est ça qui est vraiment bien avec eux. Et puis il y a la force de Haaland où également en contre-attaque, ils peuvent, notamment avec Cherki qui l'avait lancé, ils ont vraiment ce quatuor offensif là est très fort. Pour moi, j'ai rarement vu aussi de la technique aussi forte dans des petits espaces. Est-ce que tu penses qu'ils vont pouvoir à un moment donné rattraper cette équipe d'Arsenal qui continue à être très forte et irrésistible en première ligue sur ce début de saison? Je pense que oui, parce qu'on a toujours connu qu'Arsenal. C'est toujours la période du Boxing Day qui fait toujours mal aux Gunners, ou alors même vers février où ils arrivent toujours à mettre les pieds dans le tapis malheureusement, et donc c'est ce qui va leur faire potentiellement défaut. J'espère quand même qu'Arsenal va être champion parce que ça fait tellement d'années, et là Arteta le mérite avec le travail qu'il fait qui est remarquable aussi chez les Gunners. Aussi voir les blessures parce qu'il y a JC Gyökeres qui s'est blessé et tout, donc aussi voir Arsenal
au niveau des blessures, mais l'effectif de City, c'est quelque chose. Ouais. Petite parenthèse, première ligue refermée, place maintenant à la JPL, forcément, et on va se poser une question liée à un de nos ex-consultants, qui est aujourd'hui entraîneur du côté de Haute-Déverlé-Louvain, qui est en train de drainer un effectif et un groupe qui se vit bien, qui est hyper intéressant aussi à ressentir. Moi, j'ai vu quelques vidéos, etc. Je sens qu'il y a vraiment une nouvelle adhésion. Est-ce que c'est véritablement Felice Matsu qui est en train d'amener ce déclic de 2 victoires en une semaine, Thomas, du côté d'Haute-Déverlé-Louvain? En vérité, on peut tous dire oui, hein, on connaît cet entraîneur-là, même, enfin rien à voir avec son rôle de consultant, mais même par rapport à ses expériences précédentes. Ouais. On voit toujours des débuts triomphales du côté de Felice Matsu quand il commence dans un club. On l'avait avec Saint-Tron la saison dernière. Ils ont pris beaucoup de points. Il a fait la même chose avec Charleroi, Union. C'est le début. Il y a toujours l'euphorie. Il y a un nouveau système, un nouvel entraîneur, quelqu'un de nouveau. Donc, je pense qu'on est encore dans une phase d'euphorie. Il fait du très bon boulot. On connaît, c'est un très bon entraîneur à voir sur le long terme. Ouais, c'est vrai que Felice Matsu, effectivement, c'est un petit peu ce qu'on a souvent tendance à lui reprocher, c'est cette espèce d'accélération sur les premiers matchs, et après derrière ça redescend, et puis il faut redynamiser le groupe à nouveau. Peut-être que là, il a appris, avec cette petite période à un moment donné sans emploi de sa part, et surtout la dernière expérience qui s'est pas nécessairement bien terminée du côté de Saint-Tron, à mieux calibrer son style de management, tout simplement. Peut-être, ouais. C'est surtout moi je trouve qu'il est fait pour ce genre de club. Parce que Felice Matsu a un tempérament. C'est quelqu'un qui va être très pote avec les joueurs, très copain, qui va rigoler avec eux, comme il a pu faire avec Bertaccini à Saint-Tron et tout. Et dans les grands clubs comme Anderlecht, quoi, ça pourrait un peu déranger, comme à Genk, ça pouvait déranger. C'est pas vraiment le profil d'entraîneur que recherchent ces clubs-là. Et là, dans un club comme le HL, je trouve que c'est parfait pour lui. Avec des joueurs comme Maziz et tout, il va aller les titiller, il va aller les chercher. Et je pense que c'est vraiment le coach qui peut aller chercher le meilleur potentiel d'un Youssef Maziz, d'un Iko Emizi. Il peut être, genre, faire copain-copain avec lui, entre guillemets, tout en ayant aussi cette barrière professionnelle. Mais je pense qu'il peut aller chercher le meilleur des joueurs dans des clubs comme ça. Et donc, pour moi, c'est l'entraîneur parfait pour le HL. Je suis complètement d'accord avec ton analyse parce que c'est vraiment le type d'entraîneur pour ce type de club et il n'est pas fait pour le top, il est fait pour le milieu de tableau et ça c'est parfait pour lui. Je pense qu'il doit pas chercher plus loin. C'est là où il a réussi le mieux, même si bon, l'Union, ils ont été presque champions, mais ils venaient de D2 avec, donc c'était un underdog, c'est une équipe qui était classée plus bas de base. Xavier, un petit mot sur Felice Matsu et son bon début de saison. Bah c'est vrai que je rejoins un petit peu Quentin et Thomas, c'est vrai que c'est toujours pour les clubs, je pense qu'il est vraiment fait, comme l'a dit Thomas, pour les clubs milieu de classement, parce que vu qu'il est copain, il aime bien être fort proche de ses joueurs. Et dans les top clubs, je pense d'être un peu plus détaché, enfin, c'est un peu plus, que ce soit Anderlecht, Bruges, Union, enfin, tous les clubs du top, t'as un peu plus cette différence entre le coach et puis les joueurs, alors que là, il peut être vraiment proche. Et surtout, en plus, ici, il est dans un nouveau club, et tous les jours, par exemple, Maziz, qui a souvent été mis à l'écart avec ses anciens coachs, alors qu'on sait tous qu'il a d'énormes qualités, bah, il y a plein de joueurs qui veulent aussi se montrer, ok, il y a un nouveau coach, maintenant, j'ai envie d'être parmi les titulaires et être tout le temps sur le terrain. Donc quand tu as un nouveau coach qui arrive, ça aide aussi à faire des résultats. Enfin, s'ils veulent vraiment, ceux qui ont vraiment un peu d'orgueil et qui ont vraiment envie de montrer quelque chose comme joueur. C'est clair. Donc très intéressant, bon point, mais à suivre quand même sur la suite. On ne préjudie pas l'avenir. Ouais, on se souvient de la vidéo à Anderlecht à l'entraînement avec Amuzu. Hein. Amuzu signifie but et tout. Et ça, sur les réseaux, et les supporters avaient été un peu étonnés de voir un coach parler comme ça des joueurs d'Anderlecht et tout, alors qu'on pouvait le voir quand il était avec Bertaccini à Saint-Tron. Limite, il lui faisait des gros câlins et tout. Qui, je sais pas, les grands clubs, ils aiment toujours bien avoir cette distance. Un peu, c'est dommage. Ouais, c'est vrai. Niki Hayen, en tout cas, lui a su s'adapter au modèle brugeois et on sent quand même qu'il amène une petite dose d'humanité. Moi, dans les communications, on en reparlera un peu plus tard sur le club de Bruges, mais je trouve que c'est un entraîneur qui a allié justement cette partie un peu plus humaine dans le management et le côté savoir prendre de la distance. Et je pense qu'aujourd'hui, le club de Bruges, par exemple, est un club très stratifié, avec des ordres hiérarchiques différents, chacun a sa tâche, c'est très réparti, mais Niki Hayen arrive quand même à faire la part humaine importante pour maintenir aussi une forme de solidité dans son groupe, en étant quand même relativement people management, ce qui a toujours bien marché à Bruges, du temps de Michel Prudhomme notamment, avec des leaders qui sont vraiment considérés un peu comme les lieutenants de l'entraîneur, notamment un Hans Van Aken ou un Brandon Mekele, où là c'est des indéboulonnables en fait. On va passer au d'accord pas d'accord, messieurs, et on démarre avec la rencontre opposant l'Union Saint-Gilloise à Zulte Waregem avec un 9 sur 9 depuis son arrivée. David Hubert a trouvé la formule. Le match contre Zulte Waregem a prouvé que l'Union Saint-Gilloise pouvait à nouveau rêver du titre. Est-ce qu'on est d'accord ou pas d'accord avec cette phrase? Xavier est d'accord. Avec quelle phrase? Qu'il a trouvé la formule 9 sur 9 ou qu'il va être champion? Plutôt la phrase de fin. Est-ce que tu penses que cette équipe-là, au vu de la rencontre face à Zulte Waregem, peut à nouveau rêver du titre, Thomas?
Première phrase, non. Deuxième phrase, oui. Ok, donc on est d'accord. Donc choisis quand même. Ok, on reste sur le d'accord et on est d'accord du côté de Quentin. Je vais commencer par Xavier. Moi, je pense que c'est dans le sens où ils peuvent rêver de titre parce que déjà, on a changé de coach, pas parce que les résultats étaient pas bons ou autre, on a changé de coach parce qu'il est parti et Hubert, c'est un peu la continuité d'une équipe qui fonctionnait bien. Donc ça fonctionnait bien. Tu pouvais déjà rêver de titre avant qu'il arrive. Il a pas fait de grande révolution non plus. Donc pour moi, c'est juste la continuité des choses. C'est juste à ce niveau-là que j'étais d'accord avec toi. Thomas, tu n'étais pas d'accord sur l'idée de dire que De la formule, Hubert ouais. avait trouvé la formule, Oui, pas en encore. effet, parce que la formule, elle y était déjà. Ok. Il a rien inventé. Il a juste replacé quelques joueurs Mhm. et il a fait des changements plutôt intéressants, notamment Giger, Mhm. qui a eu sa chance et qui le remercie en ayant marqué 2 buts ce week-end. Et je pense notamment à un certain Ross Sykes qui a été titularisé ce week-end aussi. Et Continue, que j'aime. continue Non, mais oui, chaque mais semaine. c'est pour montrer. C'est Non pour mais montrer je vais te qu'il- donner son adresse, tu Ouais. vas lui envoyer des fleurs, je pense que c'est sympa. Vu qu'il Non, peut mais plus je parler dis- de Moucron, il parle C'est d'autre. c'est pour montrer que Hubert a aussi son empreinte aussi. Il prend des décisions et il replace d'autres joueurs que Pocognoli avait notamment mis sur le banc. Mhm. Donc je pense à Giger et Sykes et c'est des changements payants parce que c'est des joueurs qui prouvent qu'ils méritent d'être titulaires. Oui, Marc Guilleur, on y reviendra d'ailleurs dans la séquence Football Time Award, mais c'est un joueur qui n'était pas vraiment mis en avant comme il le fallait sous Sébastien Pocognoli et qui là a quand même retrouvé un espace qui ne lui était pas dédié auparavant. Après c'était compliqué aussi parce que comme j'ai déjà mentionné plusieurs fois les semaines précédentes, t'as un noyau quand même assez étoffé et à cette position-là il y a beaucoup de concurrence. Donc il y a des joueurs qui ont quasiment tous le même niveau, donc c'est difficile de vraiment donner la place du titulaire à un seul joueur, surtout que tu as aussi les matchs en Ligue des Champions. Mhm. Donc c'est bien qu'il y ait une certaine rotation et que le niveau soit plus ou moins égal à tous les autres joueurs. Quentin, qu'est-ce que tu vois dans cette équipe justement qui pourrait te donner le sentiment qu'ils peuvent rivaliser avec le club de Bruges? C'est que ils ont pas mal de joueurs qui peuvent marquer. Ils ont du Rodriguez qui est dans le top du classement des buteurs. Ils ont le Giger qui a mis un doublé ce week-end. Ils ont promis David qui a raté beaucoup d'occasions dans ce début de saison. On en a déjà parlé, mais qui est monté, qui a également marqué. Donc ils ont pas mal de force à ce niveau-là. Et je trouve le club de Bruges est vraiment, on en a parlé la semaine dernière, vraiment dans le service strict minimum. Ça gagne 2-1 à domicile contre Dender. On parle quand même du club de Bruges. On parle de Dender qui est une des plus mauvaises défenses, des plus mauvaises attaques, qui a réussi à marquer à Bruges. Je trouve que c'est vraiment, ça se contente vraiment du strict minimum. Je suis un peu déçu de ce club de Bruges cette saison. Pour moi, il est moins fort et moins impressionnant que l'année dernière, notamment. Est-ce que ils ont les 3 points? C'est ce que Nick Ryan dit. Il dit tant qu'il a les 3 points, il est content. Mais je trouve que ça manque de peps. Ça manque de quelque chose, club de Bruges. Maintenant après, c'est les playoffs. On peut dire tout ce qu'on veut. Ça, il y a encore beaucoup de choses qui vont changer et beaucoup d'encre qui va couler jusqu'aux playoffs. Et c'est aux playoffs que là, le club de Bruges devrait être à 100% et l'Union devrait être à 100% pour rivaliser. Et il y a encore beaucoup de choses qui peuvent se passer. Ouais, mais je trouve que tu dis que le club de Bruges manque de peps. Je suis plus ou moins d'accord avec toi, mais je trouve que c'est bon quand même. Le jeu est Oui, bon. mais il manque quand on voit un club de Bruges qui joue à domicile contre Dender. Excuse-moi, moi je m'attends à 4-0, tu oui, vois. c'est sûr, mais Je bon, m'attends à ce qu'il roule sur l'adversaire comme un Bayern Munich peut rouler sur C'est un sûr. Leverkusen avec peux- une équipe B, tu vois. je peux comprendre, mais si les occasions avaient été marquées, je pense que c'est juste une question d'efficacité ici, ce week-end-là, je parle. Mais sinon, moi, je les trouve vraiment bons. Je trouve que le jeu, il est vraiment posé, il est intelligent, il est même cohérent et, comment on va dire, constant aussi. Chaque semaine, c'est bien. Il n'y a pas un match où je me dis c'est mauvais ou un match c'est bien. Je pense qu'on est toujours sur la même lignée et je trouve ça plutôt bon pour un club. C'est de la cohérence, quoi. Oui, de la cohérence, Et la effectivement. conso- Une équipe qui aussi a pas mal, je vous écoutais de parler en coulisses, notamment du rôle d'Adem Zorgan, qui est pas toujours titulaire du côté de l'Union. Beaucoup de turnover aussi, il faut savoir s'adapter aussi, hein, quand on est David Hubert. Est-ce qu'il a encore véritablement trouvé la formule idéale, top, pour être sûr et certain qu'avec ce 11-là, parce qu'à Bruges, c'est clair, c'est Oui, fait, à Bruges, on c'est clair, sait, bien sûr. le 11, il est établi, et avec cette équipe-là, Bien elle sûr. peut donner 100% de ses qualités. Est-ce que du côté de l'Union, c'est pas un peu justement ça qui pourrait faire balancer un peu de l'autre côté la chose? C'est ça, moi je suis bien passé pour le dire parce que je fais les prédictions des compos de toutes les équipes belges sur les réseaux sociaux pour toutes les semaines. Et Bruges, honnêtement, c'est un 11 très stable. Juste le Verman très solide qui va avoir en concurrence maintenant que Didika va revenir. Il jouera plus avec les deux. Mais oui, à l'Union, en effet, il y a beaucoup de rotation. T'en as parlé de Sykes qui est en concurrence avec Leysen. Même Sykes peut aussi être à la place d'un McAllister. Dans le milieu de terrain, ben là, t'as du Scholes, du Van de Per, du Zorgan, du Rasmussen. T'en as déjà 4 pour 2 places. T'as du Bouffal qui va concurrencer du Elhadj. T'as du Patrice qui peut mettre de la concurrence sur les ailes. On en a parlé ici précédemment aussi du côté du secteur offensif et tout. Mais je pense que il faut aussi cette rotation avec l'enchaînement des matchs. Je pense pas que l'Union va terminer dans les 24 meilleurs en Ligue des Champions. Donc, ils devront être sortis de cette compétition européenne à partir de fin janvier. Et donc, c'est là, je pense que pour les playoffs, Hubert doit avoir trouvé son 11.
Et pour les playoffs, il doit avoir trouvé son 11. Et si jamais, en fonction du match, comme avait pu le faire Pocognoli, ou quand ils ont été champions, il avait très bien fait avec notamment un Night Elage, jouer contre les plus petits adversaires des playoffs 1, contre les moins gros, il mettait un milieu à 3 avec un 22 paires à la place. Et je pense que c'est là que ça peut être intéressant, c'est qu'il arrive à vraiment trouver son 11 pour les playoffs. Ici, il a le temps, il enchaîne les matchs, il doit essayer de prendre des points en championnat comme il fait, il doit essayer de pas être ridicule en Ligue des Champions comme ils ont pu le faire au PSV, moins contre Newcastle et contre l'Inter. Mais le 11, il doit le trouver pour février-mars. On va dire pour mars, il doit avoir son 11. Et justement, cette dynamique européenne, Thomas, c'est pas quelque chose qui peut justement leur mettre un petit peu des bâtons dans les roues, le fait d'avoir moins d'expérience aussi, de gérer l'accumulation des matchs, ça va forcément à un moment donné peser dans la balance et ça va peut-être aussi peser dans les organismes. Et là, peut-être que le mercato même de janvier pourrait être important pour aller peut-être récupérer 1 ou 2 pépites supplémentaires pour agrandir l'effectif. Je sais qu'à l'Union, on a déjà tout prévu parce que on travaille avec les analytics et les data et tout. Mais je me dis, voilà, si on veut vraiment aller au bout et créer la possibilité de se doubler, il y a quand même encore des petits ajustements à faire, quoi. Bah, honnêtement, moi, je trouve que le noyau est très complet, hein. Okay. À toutes les positions, on peut parfaitement les doubler. Ils ont bien réfléchi. Aussi bien à gauche, à droite, tout va bien. En attaque, on a tout ce qu'il faut. Au milieu, tu le disais, il y a 2 places, il y a 4 milieux pour 2 places. En défense, on connaît le trio actuel, parce qu'il y a Leifson et Sykes qui sont en concurrence, mais pour le reste, je trouve que l'équipe, même sur le banc, c'est cohérent. Il y a tout ce qu'il faut, donc je pense même pas qu'au mercato ils vont recruter quoi que ce soit, sauf s'il y a un blessé ou autre. Mais a priori, la seule place peut-être éventuelle qui doit peut-être être doublée ou qui pose question, c'est peut-être éventuellement celle de Aitelage, mais on a Bouffal, donc a priori à voir, parce que j'ai vu qu'il y avait des rumeurs aussi de départ pour Bouffal. Je sais pas si elles sont réelles pour l'Arabie Saoudite. C'est-à-dire que Soufiane Bouffal n'est pas nécessairement le plus heureux pour le moment, avec un temps de jeu qui n'est pas extraordinaire non plus. Donc je pense qu'il est un petit peu en train de s'ennuyer du côté de Bruxelles, et donc forcément il est en train de regarder aussi un départ, ce qui devrait être logiquement remplacé par l'Union. C'est pour ça que je parlais de ça en préambule. Ce sera peut-être le seul cas où on devra éventuellement réaliser un transfert, mais sinon l'équipe est complète, il y a tout ce qu'il faut dans ce noyau. Pour rivaliser avec le club de Rome. Oui, carrément, complètement. L'Union qui recrute beaucoup sur les data, recrute beaucoup des joueurs qui vont être utiles dans 6 mois, tu vois, qui vont pas être utiles maintenant comme on a pu le voir avec leur précédente recrue. Donc à voir si tu recrutes en janvier, est-ce que la personne sera déjà intégrée dans la façon de jouer et dans le système de l'Union qui est vraiment bien mis en place dès le mois de mars, tu vois. Ça aussi, il faudra prendre en compte. On a la preuve avec Giger. Giger a été recruté en janvier dernier, c'est que maintenant qu'il commence à être titulaire. Donc, Moi, Promise David aussi a mis du temps. Il y a pas mal de joueurs comme ça qui ont mis du temps. Je peux pas. Alors, je comprends très bien et je vois déjà venir vos arguments sur l'Union Saint-Gilloise en Europe et que c'est déjà super et que quand ils donnent leur match, à un moment donné, ils sont dépassés par des adversaires qui sont individuellement plus forts. Et je connais un peu la salade, mais très honnêtement, ça peut pas m'empêcher d'être déçu, en fait, de voir la façon dont ils arrivent un petit peu, excusez-moi de le dire, comme des touristes. Dans un match où tu dis, bah voilà, c'est bien, on va tout donner, on va s'amuser, c'est chouette, et puis voilà, c'est Pierre de Coubertin, quoi. Le plus important, c'est de participer. T'as vraiment cette impression. J'ai vraiment le sentiment qu'ils gagnent, c'est bien, ils perdent, c'est bien aussi. Parce que de toute façon, eux, ils ont leur rentabilité, leurs millions qui sont tombés, ils ont leur truc, et il n'y a pas vraiment d'ambition de ce que je ressens dans le match. Ça m'a paru assez criant quand ils ont lâché complètement le bateau après avoir été menés contre l'Inter. Je pense que tu ressens ça justement avec les supporters. Parce que les supporters de l'Union vont jamais râler contre leur équipe. Donc les supporters de l'Union, après 0-4 contre l'Inter, continuent à chanter et tout. Donc je crois que c'est pour ça que tu as ce sentiment-là. Après, ils ont fait une très bonne performance au PSV. Et faut pas l'oublier, ils ont quand même joué l'Inter et Newcastle, qui sont des grands d'Europe. Ici, ils jouent contre l'Atlético Madrid, là-bas, qui est un très grand d'Europe, qui a seulement 3 points sur 9. Donc faut pas s'attendre à des miracles de l'Union ici cette semaine en Ligue des Champions, par exemple. Voilà, mais ça m'empêche pas d'être, moi, à titre personnel, pour l'amour que je voue aux équipes belges et à l'équipe nationale, ça c'est sûr, mais surtout à cette équipe de l'Union que je trouve très belle à voir. Ça m'empêche pas d'avoir ce petit truc en plus en me disant, putain, j'aimerais quand même qu'il nous fasse la marche rêver. Un peu haute, après, la marche est trop haute, c'est ça, exactement, c'est frustrant. Bah, je suis désolé, le premier match contre le PSV, tu t'attendais pas à ce qu'ils gagnent au plus, donc ils t'ont fait rêver la première journée. Ouais. Ensuite, face à l'Inter, moi, ils m'ont fait rêver, ça pouvait être 2-0 après 10 minutes. C'est vrai. 15 minutes de match, tu donnes 15 mais ça minutes. devait être mais je suis désolé, si les buts sont inscrits, je pense pas qu'on a le même match, hein. Donc c'est les détails, c'est un manque d'expérience, on en a déjà parlé, c'est nouveau
pour eux. Moi, je trouve, Et moi, Newcastle, honnêtement, 2 penalties et ouais. un goal dévié. Voilà, aussi. c'est ça. Donc moi, honnêtement, depuis le début, ils m'ont absolument pas déçu. Ok, donc trop d'exigences peut-être de mon côté. Pour cette équipe de l'Union, oui, si tu parlais du club de Bruges, j'aurais peut-être compris. Ouais. Mais pour l'Union, non, c'est la première fois qu'ils participent à ce type de compétition avec un noyau sans expérience à ce niveau-là. Ouais. Donc je trouve quand même chapeau ce qu'ils font avec leurs moyens aussi, parce que c'est une question de moyens aussi. Ouais, on en veut toujours plus. Hein. Oui. On en veut toujours plus parce qu'on les aime et parce qu'on a envie de les suivre, parce que c'est une belle aventure et que c'est surtout un modèle de club aussi qui se pousse toujours à voir de plus en plus haut. C'est eux, en fait, qui nous donnent envie d'être encore plus exigeants C'est parce ça. que eux-mêmes sont à chaque fois meilleurs, quoi. Faut pas oublier, il y a 4 ans, ils étaient en D2, hein, donc Ouais, tout là, à ils fait. sont en Ligue des Champions, donc step by step, et c'est ce qu'ils font. Exactement. Allez, on enchaîne avec le d'accord, pas d'accord, avec une phrase aussi qui va avoir attrait à un match très important cette semaine. C'est celui du Sporting d'Anderlecht contre le KV Mechelen. Explosivité, pragmatisme, efficacité. Le trio Angulo, Zvetkovic, Bertaccini ne doit plus jamais quitter le 11 du RSCA. Est-ce qu'on est d'accord ou pas d'accord avec cette phrase? Xavier est d'accord. On est d'accord du côté de Thomas. Tout le monde on fait l'unanimité, les gars. C'est super. Je suis assez d'accord avec vous aussi. Je dirais même pas trio, je dirais quoi, tu vois, Ouais, parce que ouais, on peut ajouter Torgan Hazard. Exactement, je suis Ouais. d'accord. Si vous voulez Parce que ajouter Torgan Hazard, ça les a fait la quatre là, on différence peut aussi. absolument pas les sortir du 11. C'est très fort, il y a beaucoup d'explosivité, on voit vraiment de la hargne, on voit vraiment un nouvel état d'esprit. Donc c'est beau à voir, mais on va encore une fois pas mettre les charrues avant les buts, parce que c'est quand même que le début, c'est un des premiers matchs qu'on voit ensemble. Je pense qu'il faut calmer les trucs, parce que on va revenir à la conversation qu'on a eu la semaine dernière. On fait toujours des grands gestes pour des petites situations, mais il faut voir sur le long terme si ça Ouais. va continuer. Mais c'est prometteur. Puis j'ai vu 2-3 réactions aussi sur les réseaux en disant que bien que Kasper Dolberg ait quitté le club il y a 2 mois, il reste le meilleur buteur avec 5 buts, toutes compétitions confondues. Ça pouvait être à un moment donné un peu inquiétant aussi. Maintenant, forcément, le discours est différent avec un Zvetkovic, avec un Bertaccini. C'est des joueurs qui... j'ai un peu l'impression aussi prennent du plaisir à jouer ensemble. L'interview de Bertaccini à la fin du match était complètement dans cette idée-là. On y reviendra d'ailleurs sur Bertaccini. Je pense qu'il y a des choses à dire sur sa sortie. Mais Xavier, c'est bien quand même. Ce Sporting d'Anderlecht peut retrouver enfin un peu de stabilité offensive avec ces deux joueurs. Ouais, s'ils gardent la même composition et qu'ils gardent le même niveau de jeu, oui. Mais en tout cas, c'est vrai que sur papier, quand tu vois le match qu'ils ont fait cette semaine, tu te dis que Asie a peut-être trouvé sa compo idéale. Il faut qu'il y ait plus de blessés et tout ça, parce que peut-être qu'on aurait pu voir déjà ça plus tôt, mais Bertaccini, il revient seulement de blessure aussi. Donc, c'est ça aussi, comme tu l'as dit aussi pour Dolberg, meilleur buteur d'Anderlecht, mais aussi, avant ça, ils ont joué pendant longtemps avec Luis Vasquez sans vouloir être méchant avec lui. Bertaccini, il revient seulement. Zvetkovic, il a joué que 200 minutes, il a donné 3 buts quand même. Donc, c'est déjà pas mal. Donc je pense il aurait eu plus de temps de jeu. Dolberg n'aurait plus été le meilleur buteur d'Anderlecht certainement. Ouais, c'est clair. Et toi qui le disais depuis l'année dernière, c'est peut-être le pire, un des pires attaquants que Anderlecht ait connu sur le devant de la scène. Et c'est assez compliqué pour Luis Vasquez que j'ai quand même beaucoup défendu. Mais là, il y a plus beaucoup d'excuses quand on voit le niveau d'un Zvetkovic et d'un Bertaccini, c'est très compliqué. Ouais, vous avez oublié Silver Ganvula quand même, hein, respecter Vasquez. Qui a bien marché du côté de Bochum par contre, Ouais, un joueur qui a mais- bien fonctionné à Bochum. Ouais, mais Anderlecht c'était quand même compliqué. Voilà. Pour Comme donner quoi, un les exemple, qu'il y épaules, a pire que Luis Vasquez. Ah, mais c'est Et- intéressant cette ouais. analyse parce que ça veut dire aussi que Anderlecht doit recruter en fonction de est-ce qu'on sait assumer ou pas les responsabilités inhérentes au fait de signer dans un club comme Ouais, Anderlecht. moi, je suis à moitié d'accord qu'avant, enfin, il y a quand même quelques années, Anderlecht, c'est vrai, il signait des joueurs comme ça, et puis il le prêtait 1 ou 2 ans en Belgique dans un plus petit club. Chaque fois, il éclatait, puis il revenait à Anderlecht, et ça allait. Et Luis Vasquez, il a pas eu cette opportunité-là. On l'a laissé à Anderlecht, galérer à Anderlecht, et je pense qu'on l'aurait prêté dans un club moyen pendant 1 ou 2 saisons en Belgique. Peut-être qu'il se serait plus épanoui et serait peut-être revenu mieux que s'il le recrutait, c'est qu'il y a quand même des qualités. On critique beaucoup, mais de base, quand même, il a quand même montré des choses pour pouvoir être recruté à Anderlecht. Et j'aurais bien voulu le voir dans un club moyen en Belgique, voir un petit peu ce qu'il vaut autre part qu'à Anderlecht, où apparemment la pression, il a un peu du mal Ouais. à la gérer, quoi. Je pense notamment qu'au niveau de certains intermédiaires avaient proposé à Charleroi pendant le mercato d'été éventuellement après. Ah, Peut-être why qu'un not, club hein, comme ouais. Charleroi aurait pu le servir. Ouais, voilà, Charleroi, Malines. Ça a été refusé, hein, mais voilà, Bayern a dit qu'il toi, n'était pas intéressé. Ça, je mais tiens toi, à tous le les dire, clubs, mais- on va dire playoff 2, toi, on va dire ça comme ça. Ouais, c'est intéressant. Est-ce qu'on est sur un match référence, ce match face à Malines? Est-ce que c'est vraiment le meilleur match que vous avez vu sur ces dernières semaines du Sporting d'Anderlecht? Donc, est-ce qu'on peut parler, sous Asie, d'un match référence d'Anderlecht? Bah, j'espère pour lui, parce que sinon ça risque d'être compliqué. Mais bon, je resterai sur ma position. Asie, il doit sortir, mais on faut l'avouer quand même, ce match-là face à Malines a été bon. Et il a fait des choix importants, et ça a fonctionné. J'espère pour lui que ça continuera.
même si j'aimerais qu'il parte quand même. Ouais. Alors oui, Ouais. c'est clair. Mais ça fait longtemps que tu le pousses. Ouais, Ça ne c'est- change rien à ton avis? Ça ne change. Pour toi, c'est pas une rencontre qui te dit, OK, on est parti sur une autre énergie. Si, peut-être, mais On le garderait. bah après, si les résultats vont suivre, bien évidemment qu'il va rester parce que les résultats n'étaient pas bons les mois précédents, donc il aurait déjà dû être viré. Donc a priori, il peut que faire mieux que pire. Oui. Donc après, enfin, à un moment donné, c'est dans son avantage. Donc je pense que oui, si les résultats suivent, il va rester. Et tant mieux pour Anderlecht parce que si les résultats suivent, c'est que ça tourne bien. Donc c'est le principal. Oui, et puis on rappelle aussi important que dans quelques semaines, il y a de nouveaux dirigeants du côté du Sporting d'Anderlecht qui vont officiellement prendre leurs fonctions. Ça veut dire beaucoup de branle-bas de combat aussi dans la structure dirigeante du Sporting d'Anderlecht, possiblement des départs, possiblement des arrivées aussi. Donc forcément, ça peut remettre aussi en question le poste d'Asie sans que ce soit lié au sportif, Quentin. Ouais, bien sûr. Mais là, je suis d'accord que la Anderlecht était vraiment très impressionnant. La première heure de jeu, c'était très très bon, des bonnes combinaisons, des bonnes occasions. On voyait que eux, le goal de Malines vient sur leur seule vraie occasion créée à ce moment-là. Et directement, 4 minutes après, ils font le 2-1. On a vu un Angulo incroyable, on a vu un très bon Torgen, on a vu un Bertacchini qui frappe de loin. Un Zvetkovic, franchement, c'est un excellent quatuor qui va aider Asie. Mais du coup, on se demande un peu comment ça se fait que Zvetkovic était envoyé en équipe B aussi longtemps avant et qu'il faisait toujours confiance à Vasquez. Pas bien compris non plus. Après, il y a peut-être un manque d'adaptation, où il n'est pas arrivé fit. On connaît pas ces des détails-là. rumeurs, tu il y en a vois. beaucoup. Il y a aussi des rumeurs Ouais. sur la nationalité, que c'était des conflits de nationalité entre Asie et Zvetkovic qui sont des Ah, ça, j'avais nationalités pas un peu, lu, un peu, mais un peu rivales aussi également. Donc il y a aussi des conflits comme ça. C'est vrai que Il y a- Simic est parti. Il y a eu beaucoup de rumeurs à ce niveau-là, comme quoi oui, Alban c'est et Serbe, ça faisait pas de bon ménage, comme on dit. Donc il y a eu des rumeurs comme ça. Je pense qu'on ne le saura jamais parce que c'est ce qui se passe dans le vestiaire d'Anderlecht et dans la tête d'Asie surtout. En vrai, il y a moyen, vu que Simic, il était serbe et il jouait plus. En vrai. Après, bon, c'est vrai que c'est vraiment Olivier Renard qui a trouvé une belle opportunité. Sinon, il serait resté Etihad. C'est vraiment une Ouais, mais opportunité venue ok, il de serait nulle peut-être part resté, pour mais Simic. Il était pas titulaire, il était pas titulaire sur il Asie, jouait ouais. pas du Alors tout, que donc, l'année passée, il était titulaire et tout, donc. Ouais. Ouais, c'est vraiment parfois un peu une tête de bourrique, j'ai Ouais. l'impression, Asie. Il reste quand même très ancienne Ouais. école, etc. Très Je suis pas égocentrique aussi, persuadé que c'est vraiment ce qui doit fonctionner à Anderlecht. C'est ça, peut-être que lui il était dans cette idée-là, et que Ouais. c'est peut-être la direction, quoi, qu'il a tapé un moment les doigts, ouais, si tu le fais pas jouer, à un moment, tu vas partir, ou quoi. On peut pas savoir, c'est que Non. des suppositions, mais. Non, mais ce qui est certain, c'est que son modèle de jeu, d'une manière générale, il est très très appuyé par des nouvelles façons de faire dans le management, notamment en prise. On peut parler de Edward Steele, qui est hyper intéressant dans son travail tactique au niveau des stats, etc., qui l'a aidé par rapport à la saison dernière où il était un peu esselé. Ça lui amène un certain appui et surtout ça lui amène du challenge. Le problème d'Asie, c'est qu'effectivement, quand il a quelque chose en tête, j'ai pas l'impression qu'il veut se remettre en Ouais, question. non, c'est une question d'ego. Ouais. Vraiment. Et donc du coup, maintenant, c'est les joueurs qui eux-mêmes doivent quelque part le remettre en question. Et dans le management, on parlait tout à l'heure de Simic, on parle de Zvetkovic, et là je vais faire le lien avec ce qui s'est passé dans le match. J'ai parfois l'impression qu'il n'est pas nécessairement à l'écoute de ce qui se passe et de l'énergie du match. Cette sortie d'Adriano Bertaccini à la 59e minute de jeu, est-ce que vous l'avez fondamentalement compris? Parce que moi pas. Ouais, il Bon, revient de blessure. Ouais, Il c'est revient ça. de blessure, faut pas le cramer et tout. Je pense juste que une- Adriano a envie de bien jouer, il a envie de jouer, il a envie de marquer encore plus de goals et tout. C'est logique, c'est c'est le mindset de gagnant. Donc ça, c'est une bonne chose. Mais il doit pas réagir comme ça parce que le coach veut aussi le préserver parce que il est devenu quasi déjà indispensable entre guillemets à Anderlecht parce qu'on le voit, il montait, il marquait. Ici, il marque d'une super belle frappe qui est très importante pour Anderlecht de permettre de mener dans cette rencontre. Donc je pense que Asie a plus eu peur qu'Adriano se reblaie, c'est quoi qui rechute ou autre. Donc il a voulu plus le préserver, je pense. Donc Et je pense alors que dans ce cas-là, c'est des choses qui, avec des gens qui sont vraiment très précautionneux, comme un Jérémy Taravel, comme un Edouard Steele, doivent être dit en amont. bien Tu sûr, vas, ah, tu d'accord. lui envoies un message, Je suis tu lui 100% dis d'accord. directement à la mi-temps, je te sors à la Bien sûr. 60e, c'est comme ça, Ouais. c'est dit. Tu n'as pas la réaction que tu as. Non, Mais là. ça, je suis 100% d'accord, c'est de la communication, parce Voilà. que là, l'image que tu donnes n'est pas bonne non plus, aussi bien du management que dans la réaction du joueur. Mais je suis d'accord avec toi qu'à la mi-temps, tu dois lui dire, ben voilà, Adriano, t'as déjà joué 45 minutes, je te fais encore jouer 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, mais après, c'est pas contre toi, mais c'est pour le bien de ton corps et pour pas que tu rechutes et physiquement et tout, que tu reviennes petit à petit. Je pense que c'est de la diplomatie, il en a pas eu. Tout à fait, l'erreur, c'est vraiment une erreur de communication. Je pense que c'est un processus classique. On voit ça assez souvent quand un joueur revient de blessure. Tu le fais jouer 60 minutes et après tu le sors. C'est assez classique. Mhm. Et je pense qu'il a peut-être pas pensé à ça. Et c'est peut-être un bon choix d'Asie de l'avoir sorti, même s'il était pas content. Je pense que c'est bien pour le long terme. Ouais, parce que Xavier, on le précise,
il s'est excusé en interview. Oui. Il l'a dit, il a dit qu'il avait mal réagi. Il a tout de suite dit, il a même pas attendu que le journaliste lui pose la question parce qu'il savait très bien que ça allait être repris et qu'il allait lui poser la question. Il a anticipé ça. Grande intelligence de la part d'Adriano Bertaccini, évidemment. Mais quand même, c'est une situation qui était pas facile à gérer pour lui. Tu peux comprendre aussi sa réaction. Ouais, parce que tous les joueurs, enfin, comme l'a dit Quentin, tout le monde a envie de jouer, surtout quand t'es attaquant, t'as envie de jouer, de permettre à ton club de gagner, t'as pas envie de sortir, et on l'a même vu lors du Classico Real Barcelone, même Vinicius, il râlait en sortant. Tous les joueurs qui ont envie de jouer, ils râlent en sortant, ils peuvent râler des fois un peu plus fort que d'autres. Mais le problème, c'est comme on l'a dit, ils reviennent de blessure, ils ont joué en coupe en milieu de semaine également, donc enchaîner des matchs tous les 3 jours quand tu reviens de blessure, c'est peut-être pas forcément la meilleure situation, et il est très très important déjà, on l'a vu. Ouais. Donc, ils ont pas non plus envie. C'est une erreur de communication au niveau du staff, mais ils ont certainement pas envie de le reperdre pendant, je sais pas, peut-être 1 mois, 2 mois, ou je sais pas s'il se reblesse, toi. Alors, Tu fais quoi? S'il se reblesse, tu joues avec quoi après? Et ce week-end, Club de Bruges. Donc je pense qu'il pensait déjà aussi à ce week-end, un match à domicile contre le Club de Bruges, qui jouera en Ligue des Champions mercredi, donc il aura besoin d'un Bertaccini. Moi, je rigole parce que je pense au style de Bertaccini. Il voit le ballon, boum, il tire direct. Oh, mais Le quelle gars n'a frappe. aucun Ouais, quelle doute frappe. sur quoi que ce soit. Ouais. Il en a rien à cirer de la truc, frappe, quoi. elle est- Le style Anderlecht-toi, le fait de faire des passes, rien à cirer, quoi. Le mec, il prend la balle, bah, il tire direct, Belle quoi. frappe, hein, C'est ouais. ça qu'il faut des fois pas se poser de questions et c'est ce qu'il fait. Et la frappe, elle est super bien placée, super bien tirée. Ouais. Vraiment un très beau but. Mais c'est surtout le côté instinctif. Ouais. C'est un des rares joueurs Mhm. qui joue comme il Je vois pense. ce que tu veux dire. C'est-à-dire, Ouais. il pense en une seconde, il dit bon, bah voilà, Il je vois le joue- ballon, je tire, On quoi. dirait qu'il joue à la play. Ouais, non, je vois ce que tu veux dire. mais ça fait du bien d'avoir des Mhm. joueurs comme ça, parce que aujourd'hui, les joueurs qui sont formatés, qui sortent des centres de formation, en fait, ils ont toujours le côté, ok, faut jouer avec le partenaire, faut réfléchissent, essayer d'aller, beaucoup. on amène la passe, derrière, on amène le. Et Bertaccini, il s'embarrasse pas de tout ça. Mhm. Hein. Il y a un ballon, comme en D4, tu pites devant, hein, comme Ouais, on dit. ouais. C'est ça, hein. Et ça, j'avoue que ça fait du bien, en Ouais, fait. ça le démarque des autres aussi. Hein. Ouais. Ouais, c'est son style de jeu, c'est propre à lui, c'est très beau. Est-ce que vous n'êtes pas un tout petit peu inquiet par le côté gauche du Sporting Anderlecht qui s'est fait un petit peu balader quand même au niveau de la défense, on a eu du mal sur ce fameux côté gauche. C'est toujours l'éternelle incertitude entre de Asie. On a dit qu'il essaie de trouver un 11, mais Ndiaye Augustinson, il change à tous les matchs. Ouais, Et donc c'est même d'un point de vue collectif avec ses partenaires, comment tu vas avoir des automatismes? Ça, les automatismes, tu dois avoir aussi bien avec Kana, qu'avec ton Saliba, qu'avec Decat, qu'avec Angulo. Non, je trouve qu'il doit vraiment se dire, maman, soit c'est Augustinson, soit c'est Ndiaye, mais il y en a un que je mets, c'est lui le titulaire. Il doit trouver une hiérarchie à cette place pour moi. Ouais, je comprends ce que tu veux dire, mais même moi, quand je vois les matchs, je me dis, des fois, je préfère Augustinson et des fois, je préfère Ndiaye. Le choix, il est compliqué parce que c'est 2 joueurs avec des qualités, mais des qualités différentes. Bien sûr. Et dans certains matchs, Ndiaye il pourrait être plus performant qu'Augustinson et à l'inverse. Donc, c'est compliqué de faire un choix entre les deux, je trouve. Allez, on va passer par le match de la semaine à présent. Le match de la semaine, c'est ce fameux derby entre le Standard de Liège et le Sporting Charleroi. Alors la question, elle est bien simple. Victoire du du Sporting Charleroi. Non, du Standard de Liège 3-1. J'ai 2-3 images de Marco Yaramitra qui me viennent en tête pendant que je parle. On en reparlera parce que c'était pas très cool de sa part. Le Standard de Liège a-t-il gagné grâce aux erreurs individuelles du Sporting Charleroi? Xavier? Oui et non. Que pour moi, le 3e goal, c'est clairement une erreur individuelle. Ok. Le premier goal du Standard, c'est un peu de la réussite. Donc, mais je pense pas que c'est forcément dû aux erreurs de Charleroi. C'est juste que, pour moi, le match était assez équilibré. Ça aurait pu être un match nul, ça m'aurait pas choqué non plus. C'est juste que, ouais, c'est tombé d'à côté. Et comme on le sait, le souci, c'est qu'avec ces deux équipes-là, même avant le match, t'avais 9 chances sur 10 que ça serait ce résultat-là. Parce que le Standard sortait d'un match pourri, on va dire ça comme ça, et Charleroi sortait d'un bon match. Et on sait que c'est toujours un match bon, un match mauvais. Donc, tu te doutais que le résultat, il serait comme ça. Un match Ah, pourri non, à pas du tout. Beveren? Ouais, mais la coupe, je la compte pas, je parle en championnat. Il sortait d'une claque 4-0 contre Gand, et Charleroi, il sortait d'un bon match face à, Je ne Charleroi, sais ils ont plus. joué. Contre Ils ont joué Anderlecht. contre qui? Contre Anderlecht, ouais. ouais. Ah, ils avaient gagné un 0. Voilà, ils c'est avaient gagné clair, 1-0, ouais, donc. tout à fait. Mais ils ont eu dur en coupe. Ouais, et même moi, j'avais dit la semaine dernière que je voyais vraiment Charleroi remporter ce match. Et honnêtement, quand on regarde la profondeur de cette rencontre, Mhm. je suis désolé, Charleroi devait gagner ce match-là. Le Standard a vraiment, comme tu le disais, je reviens par rapport à ta question, Mhm. t'as demandé si Charleroi avait gagné par rapport aux erreurs individuelles Ouais. du club, quoi. Et pour moi, oui. Pour Mais moi, ils ont perdu voilà. par rapport à leurs erreurs parce que le 3e but, c'est erreur de la Vallée. Et même à 0-0, l'occasion de Schegler, je suis désolé, pour moi, c'est une erreur
professionnel de rater cette occasion-là, même si l'arrêt il est super beau, c'est Polo, c'est un des meilleurs gardiens de notre championnat. Mais pour moi, Schindler devait la marquer cette occasion-là, parce que si cette occasion est marquée, je pense que le match. Moi, je me pose quand même des problèmes sur en fait l'appréhension collective, parce qu'aujourd'hui le problème c'est que ça change toute notre analyse. Globalement, sur ce qui est proposé dans le jeu, je préfère le match de Charleroi. Ah bah oui, Charleroi pour moi était meilleur. On peut pas le nier, parce que Charleroi a fait une bonne rencontre. C'est juste les détails, une question d'efficacité. C'est pour moi vraiment le Standard a marqué grâce aux erreurs de Charleroi. Je suis pas forcément d'accord. Vas-y, je t'écoute. Moi, je suis pas forcément d'accord. Moi, je trouve que le Standard a aussi gagné par leur force individuelle. Parce que moi, je vois on voit le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. Moi, je vois plus le Standard qui a gagné sur quoi? Sur un grand Epolo qui fait 2 bons arrêts en première mi-temps. Je vois le Standard qui gagne pourquoi? Par un grand Rafiki Saïd qui provoque énormément. Il y a le sauvetage sur la ligne de Titraoui. Il y a l'action qu'il fait sur le centre de Thomas Henry qui est magnifique. Donc moi, je verrais aussi que le Standard a gagné aussi sur des apports individuels qui ont pu faire la différence aussi bien offensivement que défensivement dans cette rencontre. Il y a aussi l'aspect mental, je trouve, parce que j'ai vu un Sporting Charleroi un petit peu assommé par le 2-1 d'Henry. Je les ai sentis complètement rabougris, et la dynamique de la première période où le Standard n'était pas nécessairement bien dans le match, elle est complètement été inversée à partir du moment où ce but d'Henry à un moment donné est arrivé. Est-ce que les Carolos sont faibles mentalement, Thomas? Mais c'était même avant le 2-1, parce que quand on voit la réaction de Guillagon quand il marque, il y a quelque chose en interne, c'est pas possible. Tu te dis, mais mec, il a pas célébré. Non, mais c'est même pas ça. C'était une question d'ego, j'avais l'impression que le mec il voulait pas célébrer, alors que parce qu'il sentait qu'il recevait quasiment aucun ballon, parce que pendant les 20 premières minutes, je pense, il a reçu aucun ballon, il pouvait rien faire, c'était tout Flux son flanc qui était occupé. C'est pour ça que tu célèbres avec Van der Kerkhoff, c'était vraiment les deux qui étaient au max dans cette rencontre-là, et Gagon on le voyait pas. Et le fait qu'il ait marqué, tu voyais qu'il y avait comme tu dis, sûrement un petit problème en interne ou autre, mais tu vois que mentalement, ils ont un souci, et c'est là où je reviens sur ce que tu dis, c'est que la réaction de Gagon confirme ce que tu penses. Il y a vraiment un problème de mentalité, je pense. Et effectivement, toi tu parles de Gagon, tu as tout à fait raison, mais moi j'ai envie de miser sur Antoine Bernier et Kevin Van den Kerkhoff. Ce sont les deux seuls joueurs qui ont pris des risques formellement dans leur jeu. Fluke, il a fait un bon match. Mais Van der Kerkhoff sur le côté droit, il passait ses hommes, il rentrait dans la surface de réparation, il tentait. C'est un mec qui sortait à un moment donné un peu ses couilles sur la table. Et c'est là aussi que Vrare était très intelligent de sortir mort à la mi-temps. Excellent coaching. Excellent coaching de sortir mort à la mi-temps. Mais Fluke a fait une très bonne première mi-temps. Honnêtement, il y en a beaucoup dans le stade qui disaient, il est bon, lui, franchement, et puis il y a Gagon qui a ça avec du talent, mais on a vu un Titraoui qui ratait toutes ses passes, beaucoup de déchets et tout. Mais je trouve que Fluke il a fait quelque chose. Même Bernier sur le côté gauche, je trouve qu'en seconde période, c'était un des seuls qui dynamisait un peu le côté. Il a tenté de mettre des centres à foison, mais ça n'arrivait jamais. À chaque fois, ça retombait sur la tête d'Omaou, de Karamoko. Enfin, c'était à chaque fois pareil. Il y a personne qui arrive à trouver les lignes de passe, quoi. Mais ça, c'était la tactique de 2000 après le 3-1 qui lançait les centres, c'est ça, parce que c'était du Bora football, on est d'accord. Voilà, il y avait plus que ça à faire, parce qu'ils avaient même plus les solutions sur le banc, parce que honnêtement, le banc de Charleroi, quand je voyais que c'était 3-1, je me dis, qui pourrait faire rentrer? Non mais sérieusement, on fait rentrer qui pour faire la différence? Parce que bon, on a Antoine Colassin, mais on l'a pas vu depuis le début de saison. T'as Bernier, j'arrive pas à être convaincu par ce joueur-là. Pour moi, je trouve qu'il a pas le niveau. Fade. C'est mid. Fade. Ouais, pour moi, c'est pas le niveau de D1. Peut-être pour Dender ou autre, mais pas pour Charleroi. Et après, même l'attaquant Simanzik, ou je sais plus comment on le prononce, il apporte rien non plus. Même sur le milieu de terrain, t'as peut-être qualifié éventuellement, il est bien rentré, mais c'est pas lui qui va créer, qui va un jeune joueur en plus, qui vient de Lille, qui doit rentrer un peu dans le moule. Apporter cette créativité qu'on a besoin du côté Charleroi, parce que t'as Romsas, mais Romsas il a été complètement à côté de son match. C'est le seul joueur créatif que t'as au milieu de terrain. Donc c'était sur le banc, il y a un réel souci, il faudra recruter lors du mercato hivernal. Et Xavier, ça c'est intéressant, je vais revenir à ta question. Est-ce que le Standard doit être content sur base de ces 3 points-là? Est-ce qu'on se dit la qualité du jeu, la proposition dans le football qui est proposée, c'est encore très laborieux, c'est très pragmatique, c'est véritablement passe-moi le ballon, je vais très vite devant, et avec les qualités individuelles, comme le disait très bien Quentin, je fais la différence. Est-ce qu'on doit être content avec ça et se satisfaire de ça et se dire on a pris 3 points, quoi qu'il arrive, c'est ça? Moi, oui. Quand tu vois les dernières saisons du Standard, on se contente du minimum. L'important, c'est d'être le plus haut classé au classement. Au final, dans 2-3 ans, tu t'en rappelles plus de comment ils jouaient. Tu te rappelles comment le Standard jouait il y a 3 ans, peut-être? L'année passée, oui, mais il y a 3-4 ans, pas.
Et l'important pour moi, c'est juste les 3 points. Fin de saison, si t'arrives à avoir une place dans le top 6, ben, tu seras content et tu t'en fous de comment t'as joué. Et j'ai remarqué un autre truc, et ça c'est un truc qui confirme une théorie entre guillemets que je vois d'année en année. Mais dès qu'un club a des problèmes dans son effectif, qui a plein de blessés et qui doivent replacer des joueurs sur une position ou autre, j'ai l'impression que ça les renforce. Ça donne une mentalité supplémentaire. On a dû par exemple mettre Karamoko en arrière droit, alors que c'est pas du tout un arrière droit, mais j'ai l'impression que dès que un club doit créer quelque chose de nouveau, placer un joueur à une mise en position, place de Vincent Evrard aussi, hein, c'est vraiment une des qualités de l'entraîneur. Tu sens que ça, il est très très bon préparateur de match. Que ça solidifie l'équipe et que ça ramène des points au final. C'est assez particulier, je trouve. Mais c'est un très très bon coach. Si on m'avait dit il y a un an qu'on aurait vu Karamoko back droit contre un Gagon, franchement, il a aussi dégoûté, bien sûr, il a aussi dégoûté Gagon. Mais par contre, je vais revenir sur ce que tu disais dans la qualité de jeu proposée. Je trouve qu'il y a quand même du mieux, notamment avec un Elan Khoury qui jouait pas mal au ballon, avec un Abid sur le premier goal, notamment les combinaisons qu'il fait. C'est quand même intéressant à voir. Elan Khoury a apporté dans ce milieu de terrain ce toucher de balle, je trouve. Vraiment le joueur qui a pas les protèges tibia, qui a les chaussettes vraiment basses, qui joue la semelle sur le ballon et tout. Un joueur de ballon, il doit encore revenir physiquement. On l'a vu, il était complètement cramé. Il manque de vitesse, mais il a ce toucher de balle qui peut faire une différence. Et je trouve qu'il a fait un bon match. Ouais, je suis d'accord. C'est un joueur intéressant à voir. Je le préfère à Yensa dans la créativité, donc à voir. Yensa, c'est un qui va courir. Justement, c'est la différence. C'est Yensa, lui, va courir et il va faire les mètres. Bien sûr. Bon, on le met à cette position. Et avec Nielsen qui est absent, Elan Khoury pourra descendre un peu plus bas, comme ça a été le cas en deuxième mi-temps. Bon, là, on fait redescendre tout le monde. À un moment donné, il y aura plus personne. On va voir. Mais c'est un élément offensif qui est un peu plus bas, donc ça donne un mieux, justement, plus offensif. Je voulais revenir avec vous sur un moment un peu important aussi, parce que on a beaucoup été critique à son égard. À titre personnel, je l'ai été également la saison dernière. Mais là, il faut quand même le rendre hommage. Mathieu Epolo, meilleur joueur du Standard actuellement, Thomas? Actuellement, ouais, quand même, on pourrait dire ça. Même si, bon, on a déjà parlé des qualités de Abid, j'aime beaucoup. Omao, c'est un très bon défenseur aussi. Mais actuellement, ouais, c'est... Rafiki Saïd, t'oublies. Ouais, oui, Saïd, excuse-moi, ouais, j'avais complètement oublié le... Non, mais c'est bien, c'est bien. Donc, on a une préférence d'un côté, une autre de l'autre, on va en débattre. Est-ce que tu préfères Rafiki Saïd ou Mathieu Epolo? À l'heure actuelle, à titre personnel, c'est compliqué, mais je sais que toi, Mathieu Epolo, tu l'as beaucoup défendu. C'est un joueur que t'apprécies, qui est vraiment très en forme. Il fait 2 arrêts décisifs, donc c'est très important. Saïd aussi, il fait des actions décisives. Mais au final, si Charleroi marque pas le deuxième et le troisième but, c'est grâce à Epolo. Donc, je pense qu'actuellement, mais le problème, c'est qu'avec Epolo, il peut faire des bourres des fois, tu vois. Donc, c'est compliqué de dire que c'est le meilleur joueur actuellement parce que, non, en vrai, je vais retourner ma veste. J'avais oublié, c'est lui le meilleur joueur actuellement. Rafiki Saïd, meilleur joueur du Standard de Liège. Epolo deuxième. Largement, je l'avais annoncé que Rafiki Saïd allait être décisif contre Charleroi à domicile et Evrard, on en a parlé en off. Evrard l'a clairement transformé. Et ce joueur respire la joie de vivre encore. Là, tu le vois, c'est pour ça que tu vas au stade aussi, c'est voir un game changer, c'est voir un joueur qui peut te faire la différence à lui tout seul. L'action qu'il fait tout seul où Titrao il vient sauver sur la ligne, c'est aussi magnifique. Le centre qu'il met en début de deuxième mi-temps sur Thomas Henry, magnifique aussi. C'est vraiment un joueur qui est parfait pour le Standard de Liège. Il va manquer au Standard pendant la CAN. Très fort. Ça va être très très compliqué cette période pour le Standard parce que lui forcément c'est le meilleur joueur des Comores. Il va pas ne pas aller à la CAN, donc ce sera aussi un moment important. Même tu le remplaces sur qui parce que sur le banc actuellement t'as pas de. On va devoir recruter au début du mercato. Ouais. On va faire un choix. En tout cas, il y aura du taf du côté du Standard au mercato. Après, il y a pas qu'au Standard visiblement, à Charleroi aussi. Mais tu vois qui comme joueur à Charleroi parce que je veux revenir sur ce que tu as dit tout à l'heure. Comme joueur, je vois plus juste de manière générale une profondeur sur le banc parce que tu peux pas apporter quelque chose de frais, je trouve, dans cette équipe. La quantité pour la quantité, alors tu fais monter les jeunes du centre de formation, tu vois. Non, mais je parle de qualité que tu peux amener du sang frais et de la créativité. Un truc vraiment, tu dis, joueur, plutôt un milieu offensif, un ailier droit, un ailier gauche, parce que Flouk est pas mal, donc déjà sur ce côté-là, on est bien. En vrai, je prendrais d'office un ailier, un 10. Et un 9, on va peut-être pas aller jusque-là parce qu'il y en a quand même 2. Et éventuellement un autre milieu de terrain parce que vraiment le milieu de terrain, à part Khalifi, Camara et Titraoui, t'as pas forcément grand-chose. Donc, on le fera, ça, à la fin du mois de décembre, juste avant Noël, un petit peu nos prédictions sur le mercato. On passera les clubs en revue et on le fera. Il manque vraiment de la profondeur du côté de Charleroi pour vraiment bien terminer cette saison. Xavier, un petit mot pour terminer cette
on va dire longue joute verbale sur Standard Charleroi. Tu les vois bien évoluer. Et Polo, Rafiki Saïd, ces deux joueurs qui peuvent porter le Standard à un moment donné cette saison, qui se base, comme le disait Quentin, beaucoup sur ses individualités. Ouais, clairement, on a toujours dit qu'une bonne équipe, c'est un bon attaquant. Et Rafiki Saïd, même s'il n'est pas pur neuf, il est quand même très très offensif. Okay. Et un bon gardien, c'est ça qui te fait gagner des matchs. Et au final, là, pour le moment, c'est ce qu'ils ont, le Standard. Donc oui, c'est très important de les avoir. Maintenant, attention, parce que les deux joueurs que tu as cités là, c'est deux joueurs qui seront potentiellement à la CAN, vu qu'Epolo a changé de nationalité sportive. Surtout qu'au niveau des gardiens, ça va être compliqué, pour le moment, c'est pas grand chose, la folie du côté rare, du Congo. Donc, à mon avis, ce serait pas étonnant que Mathieu Epolo récupère la place de numéro 1. Donc, ça sera limite les deux meilleurs joueurs standards qui seront pas là en janvier. Donc, ça risque d'avoir des conséquences. C'est qui le gardien numéro 1 au Congo? C'était Mpassi, je pense. Mpassi, mais il est pas titulaire dans son club. Et Berthaud n'a plus de club non plus. Ouais, donc celui qui est le plus pour le moment en forme, d'autant qu'il a fallu quand même aller le convaincre. Hein. Donc c'était à mon avis des arguments qui ont été utilisés pour le faire revenir chez les Léopards. Tu vois ce que je veux dire? Donc à mon avis, il aura du temps de jeu, évidemment. D'ailleurs, en parlant de sa sélection congolaise, on peut en déduire aussi que du coup, vu que Ngoï n'a pas été appelé, ça veut peut-être dire qu'il va ou qu'il penche plutôt pour la Belgique. Ce sera évidemment un thème important pour la semaine prochaine, évidemment avec notre invité Aloïs Nang, l'ancien joueur du Standard de Liège, ancienne légende du Standard de Liège, vice-champion du Standard de Liège en 2011. C'est intéressant que tu me lances là-dessus. C'était pas prévu, mais petite digression. Michel-Ange Balikwisha, Mario Strokens, Mathieu Epolo, ça fait beaucoup d'anciens joueurs très connus de notre championnat de Belgique qui rejoignent le Congo. Globalement, toi, Thomas, grand fan des Diables Rouges, tu n'es pas déçu, par exemple, de voir Mario Strokens chez les Congolais? J'adore Mario Strukens et c'est vraiment un choix par défaut qu'il a fait parce qu'il se rend bien compte que il atteindra pas le niveau de les Diables Rouges, et s'il veut aller à la Coupe du Monde, c'est une occasion en or pour lui, donc oui, il a bien raison de le faire. Mais ça reste un excellent joueur et je pense qu'il peut aller encore très loin dans sa carrière, et peut-être qu'à un moment donné, je pense que dans 2-3 ans, on va peut-être le regretter. Mais à l'heure actuelle, on peut pas le considérer comme un Diable Rouge, ça c'est indéniable. Tu aurais moins regretté, enfin plus regretté si Nathan Ngoï avait été sélectionné. Oui, clairement, oui. À l'heure actuelle, oui, c'est un des meilleurs défenseurs belges, même si pour le moment il est un petit peu en baisse de régime et que sa place de titulaire n'est plus confirmée à 100%. Non, mais voilà, là quand même, on a un milieu de terrain très solide du côté de la RDC. Sadiki, formé en Belgique, bruxellois. Ngalaï Mouko, en anversois, formé du côté de Malines. On est en train tout doucement de se faire piller nos talents du côté de la Belgique, mais bon, c'est leur choix. Encore une fois, il va falloir qu'on ait une équipe, voilà, c'est ça, encore plus forte avec plus de Nicolas Raskin dans l'idée, dans l'esprit, fier, patriote, des vrais guerriers qui vont à la guerre pour notre pays et pour la Belgique. Donc ça, c'est super. Allez, on enchaîne avec l'instant diable maintenant. Et oui, c'est une nouvelle un petit peu triste qui nous a un petit peu rendu relativement malheureux. C'est évidemment Kevin De Bruyne. On ira sur ton happening, je ne l'ai pas oublié tout à l'heure, mais c'est important d'aller évoquer cette problématique. Justement avec Kevin De Bruyne qui s'est fait opérer justement du côté d'Anvers, le studio est à Anvers, c'est pour ça que je dis justement, il y a de cela quelques jours, c'était mercredi dernier, 3 à 5 mois d'absence. On le voit être remplacé par qui dans le 11 de base contre le Liechtenstein et contre le Kazakhstan pour l'équipe nationale de Belgique, Xavier? Je pense que c'est Quentin qui va répondre à la question. Oui, mais tu peux répondre aussi, hein, c'est-à-dire moi honnêtement, je pense que ça va être Van Aken qui va reprendre sa place, simplement comme on a pu le voir déjà un des deux derniers matchs où il a joué un peu plus haut. Je pense simplement que c'est Van Aken qui va prendre la place de Bruyne pour ces deux matchs-là. Ok, on a Van Aken, Quentin. Moi, j'aimerais bien voir De Ketelaar. J'aimerais bien voir un duo Onana-Raskin dans ce milieu de terrain pour la Coupe du Monde. C'est parfait. C'est ce qu'il vous faut, vraiment des mordeurs de mollets dès qu'ils vont aller ratisser des ballons. Donc ces deux-là. Du coup, devant, j'aimerais bien un joueur un peu plus créatif. Van Aken, je trouve un peu moins en forme au club de Bruges sans Onyedika notamment. Mais je trouve qu'un De Ketelaar mis en 10 comme ça, j'aimerais bien. Ouais. Donc tu changes le système. Donc j'écoute ce que tu dis et puis je donne la main à Thomas. Tu changerais le système pour avoir un joueur plus un 9,5. Moi je garde plus un 6-8. Donc t'as pas vraiment un vrai indice. Je garde plus un 6-8 et un De Ketelaar qui joue vraiment en maestro et qui doit alimenter l'attaquant et les deux ailiers avec une qualité de passe.
notamment intéressantes, ou pour des combinaisons éventuelles avec un Doku, comme pouvait le faire un De Bruyne. Et tu profites du fait que Tielemans c'est pas encore à 100%. De base, c'est pour ça que je propose pas Tielemans, parce que tu dis le prochain rassemblement. Ouais. Et donc, sinon, j'aurais mis clairement Tielemans en 10 avec Raskin et Onana. Mais Tielemans, c'est toujours out ici avec Aston Villa. Donc, je le vois pas revenir ici à ce rassemblement-là. Ok, donc Raskin, Onana, De Ketelaere pour Quentin, Thomas. Ouais, j'aime bien l'idée de Ketelaere. Je vois un peu vers où tu vas aller. Il peut avoir un peu le même style de jeu que De Bruyne, ça peut être intéressant. Mais je choisirais quand même Van Aken parce que c'est quelqu'un avec beaucoup d'expérience. Il peut les mettre. Là, Ouais. c'est intéressant. Il peut mettre les ballons facilement. Après, pour en vue les attaquants. adversaires, on doit Voilà, tenter c'est ça. quelqu'un un peu créatif, je trouve. Ouais, Ouais, mais le bah, problème, il faut qu'il ait du temps de jeu à l'Atalanta. Il joue pas souvent encore ce week-end qu'il était Oui. sur le banc. Ouais, mais Van le match Aken- avant, il avait joué. Van Aken, c'est quelqu'un de créatif de base. Il peut les mettre, Ouais, il peut les mettre les ouais. ballons. Donc pour ce type d'adversaire, je chercherai pas trop loin. On va prendre un trio Van Aken, Raskin, Onana. Et j'aurais naturellement, comme Quentin le disait, choisi pour Tielemans, mais il est pas là non plus. Donc Oui, ce puis- sera Van Aken. Je suis d'accord avec toi et Xavier, c'est-à-dire que l'expérience misée véritablement en termes de maturité par Rudy Garcia va faire en sorte que ce sera Van Aken qui sera Mhm. titulaire. Les infos que j'ai aussi vont dans ce sens-là. On va un petit peu baliser un milieu de terrain un peu très fort pour être sûr de ne pas avoir de surprise. En plus, Belgique-Liechtenstein, ça se joue à Sclessin, au Standard, Ouais. on le rappelle. Donc, moment un peu de fête aussi. Il y aura beaucoup de public. On sait à quel point le public liégeois, même si c'est pas spécialement des supporters du Oui, c'est Standard, ça. seront présents et donc vont mettre un petit peu beaucoup d'énergie. Ce sera dans un stade qui sera bouillonnant. Donc, je m'inquiète pas vraiment pour ce match face au Liechtenstein. Le déplacement au Kazakhstan sur le synthétique, par contre, je me méfie quand même parce que plusieurs fois la Belgique a eu à se déplacer là. Je me rappelle une fois un déplacement, c'était plutôt en Azerbaïdjan avec Ouais, je me Domenico souviens. Tedesco Ouais, sur ouais, le ouais. même type de Mhm. surface, dans le même type de match, un peu pourri à 15 heures. Voilà. C'était tout juste, hein. Je pense qu'on a Voilà. gagné. Là, par contre, j'irais peut-être sur une prise de risque avec plus un De Ketelaere. Je sais pas. Voilà, c'est comme ça que les choses me viennent un peu, me viennent un peu en tête. Donc, intéressant d'avoir votre analyse. Dites-le nous à vous aussi. Quel est votre choix, tout simplement? Préfériez-vous voir un Hans Van Aken dans une position de numéro 10, plutôt Charles De Ketelaere? Ce qui est sûr, c'est qu'on attend vos réponses en commentaire et c'est toujours un plaisir de vous lire. Et comme ça, on échange ensemble. Merci, évidemment, comme d'habitude, pour votre fidélité. L'happening, maintenant, ça y est, on peut démarrer. Tout à fait. Et l'happening, il est très spécial aujourd'hui, Thomas. En effet, on est à la moitié de la phase classique, donc on va remettre des petits prix hein, pour le premier tour. Ça peut toujours être intéressant et c'est cool aussi de voir les avis de tout le monde et les téléspectateurs. Enfin, les spectateurs peuvent facilement aussi donner leur avis et voir ce qu'on en fait. Donc on va démarrer. On va faire meilleur gardien, meilleur défenseur, meilleur milieu, meilleur attaquant et meilleur entraîneur. On fera dans cet ordre-là. Je participe aussi. Ah, c'est très compliqué. Je te lance sur. Ou tu veux que je commence avec quelqu'un Bon, d'autre, pour le peut-être moment, franchement, meilleur Meilleur gardien, ouais. Mathieu et Polo. Ok. Moi, Peano, le gardien de la Louvière. Peano, Peano aussi. meilleur défenseur. Ça, c'est pas facile du tout parce que j'en ai plusieurs en tête. J'ai envie de mettre Omaou. J'aime beaucoup Omaou. Ok. Moi, je vais rester dans du classique Mekele. Ouais, pour moi aussi, ce sera Mekele. Mekele aussi. Ouais. Milieu de terrain. Meilleur milieu de terrain. Bah, j'aimais beaucoup le début de saison d'Onyedika, mais il s'est blessé, donc c'est un peu Après, compliqué. tu peux mettre, hein, ça fait que 3-4 semaines, quoi. qu'il Ouais, est absent. Adem Zorgan ou Onyedika, j'hésite. Ouais. Ok, Onyedika. Onyedika. On va prendre Yamamoto de Satron. Pour moi, ce sera aussi un milieu de terrain de Saint-Tron, ce sera Ito. Ouais, Ito aussi. Ah, c'est bien ça. Ouais. Vous avez la Japanese League dans votre cerveau, les amis. C'est bien, ça fait plaisir. Meilleur Et- attaquant. Attaquant, je vais en parler tout à l'heure dans mon joueur de la semaine, donc j'ai pas vraiment envie de le donner maintenant. Attaquant, joueur offensif compris ou uniquement numéro Moi, au 9? compris. Christophe Stolis. Moi, Ehrenberg de Zult. Solis aussi. Ouais, Tsolis de base, mais sinon, j'ai envie de tenter Rafiki Saïd. Donc Ok. tu prends qui? Rafiki Saïd. Ok. Ça, S'il vient standard. pas dans l'émission à la fin de l'année, Ah alors non, mais ce qu'il franchement, faut, c'est un game changer. mais ouais. Et Tsolis, c'est un... Mais sinon, de base, c'est Tsolis, mais c'est Ouais. pour changer un peu. Ouais. voilà, mindset, game changer, notre américain. Très bien. Et pour terminer, meilleur entraîneur. Meilleur entraîneur. Moi, j'avais envie de donner un Ouais. petit coup de pouce à Sven Van Den Ouais, Broek. je Vous l'avez peux dit tout à comprendre. l'heure en coulisses. Je peux comprendre. Moi, Wouter Franken. Ouais, moi aussi, c'est Wouter Franken. Ranken aussi, excellent travail avec Saint-Tron. Excellent travail. Et on aurait pu dire quand même un très bon début de saison de la part de Fred Van Der Beek, que personne ne voyait véritablement faire une si bonne saison. Tout le monde se disait c'est un bourrin, il est pas fait pour être coach principal, etc. Mais c'est vrai, en le vrai, mec hein. il connaît C'est rien, vrai. c'est voilà.
Et en fait, il fait quand même une bonne saison. Il arrive à tenir un collectif. Il a des joueurs de qualité qu'il arrive à mettre sur la place publique qui sont quand même intéressants, avec des Miron van Brederode que moi personnellement j'adore. J'adore. Moi aussi, j'adore. C'est un joueur fantastique. Mm. Donc voilà, c'est quand même pas mal. Je voulais une petite mention pour Van Brederode. Une pensée pour Loberbach qui a complètement viandé sa passe décisive avec un goal vide. Wow. À mon avis, il a du mal dormir lui dans la foulée dans ce match. Après, on peut éventuellement aussi parler de Frédéric Taquin, même si je suis pas fan de l'entraîneur, mais il fait quand même du bon boulot. Je pense que c'est 7 matchs sans... Je suis pas fan, mais parlons des Non, mais après, moi, je parle en fonction des résultats. Semi-décollé. Semi-décollé. C'est une tactique que j'aime. Enfin, moi, j'aime pas la tactique et la façon dont la Louvière joue, mais c'est efficace, ça rapporte des points, donc faut le mettre en valeur aussi. Et avant de passer au Football Time Award, on va faire un petit round-up et dites-le nous d'ailleurs aussi à vous, votre idée, votre prédiction pour la rencontre entre le Club de Bruges et le FC Barcelone. On va en parler. Est-ce que on peut éventuellement espérer un mini quelque chose du côté des Blauw-en-Zwart pour justement ce match très important en Ligue des Champions contre le FC Barcelone? Xavier. Moi, j'y crois quand même pas trop pour le Club de Bruges mercredi, parce que la marche a l'air quand même très très haute, quoi. Ouais. C'est quand même le FC Barcelone, c'est pas une équipe, on va dire, moyenne d'Espagne, c'est quand même un top club, donc pour moi, ça va être très compliqué pour Bruges. Voilà, même si Lamine Yamal s'est séparé de sa copine. 0-3. Voilà. Il sera peut-être en dépression, Lamine Yamal, comme s'il s'est séparé de Nicolas Nicole. Donc, justement, il a peut-être mieux joué, il a plus de pubalgie. Voilà. Ah oui, voilà, la fameuse pubalgie, blessure au pubis. Ouais. Ok, d'accord, merci Lamine Yamal, on t'aime énormément. Cette rencontre, tu la vois comment pour le Club de Bruges? Comment est-ce qu'on peut tenter d'espérer voir un bon résultat? Honnêtement, j'y crois un peu. Je pense qu'il y a moyen de faire un petit résultat à une seule condition, c'est que Onyedika soit titulaire, à voir s'il est apte à jouer toute la rencontre. Je pense qu'il est rentré, je pense vers la 60e ce week-end, pour justement retrouver un certain rythme. Je pense que c'était pour préparer à être titulaire face à Barcelone. Et s'il joue, je pense que le Club de Bruges peut éventuellement miser sur un match nul. Onyedika, Stankovic, Van Aken dans le milieu de terrain. Ouais, c'est fort. Hein. Franchement, ouais, si on a le 11 titulaire qu'on connaît du côté du Club de Bruges, ils peuvent faire une surprise, j'y crois. Ouais, je n'entends pas beaucoup parler de Stankovic depuis le début de saison. Ah si, il est excellent. Mais dans cette émission, son nom n'a presque jamais été évoqué. C'est vrai, travail de l'ombre, un peu, c'est comme Yachari la saison dernière, même si Yachari. Bon, Yachari, tout le monde en parlait chaque fois. Mais il était plus présent, plus de charisme aussi dans son jeu, plus de personnalité, tu vois. Stankovic, quelqu'un de discret, mais il est super efficace, très bon au milieu de terrain. Très bonne recrue. L'image de son père. Grande. Bon, allez, next, tu vas encore parler de l'Inter de Milan. Évidemment. Non, je plaisante. Mais oui, sur ta prédiction sur ce match. Ouais, pas de Pedri, dans ce milieu de terrain, notamment, où t'en parlais. Mais je vois quand même le Barça gagner 1-3 avec du Rashford, du Lamine Yamal et tout. Ça va être compliqué pour les défenseurs brugeois. Allez, score final. 1-3. 1-1. 0-3. Et je pense comme toi 0-3 pour le FC Barcelone. On est parti maintenant pour les joueurs de la semaine. Les joueurs de la semaine, je pense que vous avez un petit peu compris qui sera quoi quand on a entendu nos débats justement concernant le match Standard Charleroi. Il en sera question. Donc je vais commencer d'abord avec le mien. C'est Marc Giger, tout simplement, auteur d'un doublé dans le match face à Zulte Waregem. Il a été prépondérant. C'est un joueur qui vient de Division 2 à Suisse, qui est un joueur très prometteur. Il a des qualités individuelles aussi techniquement. On sent qu'il y a un vrai potentiel, un joueur qui peut apporter quelque chose. J'ai même envie de dire que c'est un peu un Cameron Puertas, mais évolué, quoi. C'est un peu comme quand Pikachu devient Pichu, quoi. C'est un peu ça. Il y a quelque chose de très fort chez Marc Giger. Je dis pas ça parce qu'il joue en jaune, les amis. C'est vraiment un joueur que je trouve très fort, très polyvalent aussi, capable de jouer également pour l'équipe, pas nécessairement un individualiste, et qui se fond parfaitement dans ce collectif unioniste, le type de joueur qui manque parfois aussi pour faire des différences dans les matchs importants. Marc Giger qui va monter en puissance, c'est une évidence, donc il aura mon point. Xavier. Moi, c'est Nilson Angulo de Anderlecht, tout simplement un but, une passe décisive ce week-end, et je trouve que depuis qu'il est arrivé à Anderlecht, il progresse vraiment, on voit un autre joueur. Au début, je le trouvais fort jouette, fort dribblé, genre histoire pour s'amuser, limite dribblé pour ridiculer son adversaire, alors que maintenant, je trouve il cherche l'efficacité avant de juste faire le beau geste. Et je trouve que c'est très important. Et s'il continue à grandir, évoluer comme ça, il va être très important pour Anderlecht, je pense. C'est paradoxal parce que j'avais entendu quelques oreilles relativement déçues après sa signature de prolongation en disant tiens, il se repose un peu sur ses acquis, il a signé sa prolongation de contrat, on ne le voit pas nécessairement dans la meilleure énergie possible. Et puis il y a quand même un match où le début du match, tu sens qu'il est pas bien, et puis t'as un coup d'éclat.
la fulgurance Il a Angulo. ridiculisé son adversaire Ouais. sur Qui le goal. fait, voilà, extraordinaire, une folie, quoi. C'est des joueurs aussi qui font du bien à voir, quoi. Mais c'est ce qu'il faut à Anderlecht. Anderlecht a besoin de joueurs comme ça. Anderlecht a besoin de, je reviendrai toujours avec ce mot-là, mais de game changer, de joueurs qui savent faire la différence lui tout seul. Comme il humilie Halal, là, le défenseur de Malines. C'est incroyable ce qu'il a fait. Même après avec le coup de rein, comme il élimine l'autre, c'est magnifique. C'est pour ça que les gens payent des tickets pour aller au stade. C'est pour voir des joueurs et des buts comme ça. Ouais, c'est un joueur qui en plus de ça est très je dirais regardé, suivi par les clubs étrangers, notamment en Espagne et Séville, Portugal. Séville avait pris des infos, mais Séville n'a évidemment pas 1,50 € à dépenser, donc ce sera pas Séville. Mais c'est intéressant aussi à signaler que c'est un joueur qu'Anderlecht a su garder et qui n'ont pas décidé de vendre. Alors ils ont fait une vente naturelle avec Simic, à voir si évidemment il y a une grosse offre. Si Un ils peu le chouchou ouvriront pas. d'Asie, je pense aussi. Mhm. Bah, y a pas Bah, beaucoup c'est de bien, il y en a un au moins. choix. Ouais, c'est ça, quoi. Je viens vous dire. Bon, la team standard, qui décide quoi? Joueur de la semaine pour Thomas. J'hésitais entre un joueur de Saint-Tron et Standard, mais on va quand même aller pour les Standards. Mathieu et Polo. Mathieu Ouais. et Polo. Je pense que j'ai rien à ajouter. C'est Voilà. très bien. Mais pareil, j'ai rien à expliquer, mais Rafiki Saïd. Rafiki Saïd, donc Mathieu et Polo. Angulo. Je l'ai oublié, merci. Anus Angulo, on vient d'en parler. Et puis Marc Giger, c'est les 4 noms pour lesquels vous allez devoir voter cette semaine sur X et sur Instagram. Qui sera le joueur de la semaine, votre joueur de la semaine? Dites-le nous dans les commentaires, ça fait toujours plaisir d'interagir avec vous, de voir un petit peu vos réactions et ce que vous en pensez. Le classement général, Thomas. Le classement, Piano, première place, et suivi par un tas de joueurs. C'est encore compliqué de se démarquer, parce que chaque semaine, il y a des autres joueurs ou des nouveaux joueurs qui performent très très bien. Mais pour l'instant, c'est Piano premier. Ok, en tout cas à nouveau on vous remercie d'avoir été jusqu'au bout de cette émission. Pour les fidèles là, qui restent jusqu'à la fin, qui nous écoutent également en podcast, n'hésitez pas, mettez un 5 étoiles, ça fait toujours plaisir pour le référencement. On est là évidemment pour la passion du football belge et on va encore vraiment bien s'amuser. Messieurs, je vous souhaite une belle semaine européenne. On va bien s'éclater. La semaine prochaine, notre invité Aloïs Nang sera là également. On parlera évidemment de cette rencontre entre Saint-Tron et Standard qui s'annonce absolument passionnante aussi. Et puis merci pour cette belle émission. Prenez soin de vous, prenez soin des autres et n'oubliez pas, likez et abonnez-vous. Ciao ciao!